Bonjour à tous, c'est Un jour en France, débat entre adultes consentants jusqu'à 11h. D'un côté, cette conviction, les prostituées n'ont jamais vraiment choisi de l'être et leurs clients sont des salauds qu'ils savent parfaitement. Il faut les mettre devant leurs responsabilités, les punir. De l'autre côté, cette affirmation, oui, un rapport sexuel tarifé peut être un choix libre et serein entre adultes libres aussi. Pute, oui, mais parfaitement sereine. Alors pénaliser le client ou pas, cette mesure, tout petit pas, ouvre un débat plus vaste. Aller vers l'abolition d'une activité synonyme de violence envers les femmes et de règne des réseaux mafieux, ou l'encadrer pour qu'elle puisse exister dans des conditions recevables de santé et de sécurité. Reportage de Rémi Douat et deux invités, Morgane Merteuil du syndicat du travail sexuel opposé à ce qui pénalise ses clients et la fragilise elle, et Patrick Jean du collectif Zéro Macho, tout ce qui mène vers l'abolition de la prostitution est à prendre. Et vous, bien sûr, nous attendons vos questions et réactions. Bonjour Rémi Douat. Bonjour Bruno. Reportage avec vous. On commence avec une réunion de militants pour l'abolition de la prostitution, carrément, ils disent même de l'esclavage. Oui, tout à fait. Je me suis rendu lundi dernier du côté du Père-Lachaise à Paris, où l'association Le Mouvement du Nid accueillait ses nouveaux militants. Et le contexte est porteur, semble-t-il, puisque cette semaine, ils ne sont pas moins d'une vingtaine à avoir poussé la porte de l'association abolitionniste pour leur prêter main forte. Et c'est Jennifer du Nid qui commence par dresser un panorama de la prostitution à Paris. On va peut-être commencer par vous présenter rapidement ce que c'est que la prostitution à Paris. Quelle que soit la prostitution qu'on va envisager, on aura toujours un réseau derrière, ou en tout cas une forme d'emprise. En gros, la prostitution à Paris, aujourd'hui, c'est près de 80% de femmes qui sont d'origine nigériane. On voit aussi beaucoup de femmes d'origine des Balkans. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est encore une fois un réseau très très violent. Vous verrez toujours que c'est des personnes, là pour le coup, je vous parle de femmes essentiellement qui viennent elles-mêmes de minorités qui sont très 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 précaires, peu instruites, qui ont quitté l'école très tôt, qui parfois connaissent la prostitution depuis qu'elles ont 11 ou 12 ans. C'est assez violent. On voit aussi pas mal de femmes chinoises. Alors on a beaucoup de mal à rentrer en contact avec elles parce que c'est tant qu'on n'a pas de bénévoles qui parlent chinois, c'est compliqué de créer le lien. Donc très clairement, vous parlez chinois ? Moi je parle chinois. Ah bah parfait. Donc ce sera plus très vrai dans peu de temps. Donc voilà, c'est pas le même réseau, c'est pas la même organisation, mais il y a quand même une notion d'emprise. Quoi qu'il arrive, nous on n'est pas là pour juger leur motivation, leur histoire, etc. On est là pour les aider à retrouver une situation plus supportable. C'est vous Léonie, c'est ça ? Oui, c'est moi Léonie. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis metteur en scène et comédienne. Vous avez l'air un peu effaré par le constat. Ah bah qui ne serait pas, enfin je trouve ça, j'espère que tout le monde à ma place serait effaré de se rendre compte à quel point c'est organisé et si violent. Ici le maître mot, on l'a entendu un petit peu, c'est abolition. Eh ben j'aime bien ce mot parce que moi ça me fait penser à l'abolition de l'esclavage et pour moi c'est vraiment de l'esclavage moderne, de prostitution. Donc je vois pas pourquoi on n'emploierait pas les bons mots. Je trouve qu'on manque beaucoup de courage à notre époque et les politiques notamment. Et j'ai l'impression que maintenant les actions finalement politiques, elles vont se faire de manière plus citoyenne. Et moi j'ai envie de participer à ça. C'est peu peut-être à mon échelle, mais c'est déjà, je me dis déjà beaucoup et peut-être plus pour ces femmes que font les politiques aujourd'hui. Alors Rémi Douat, de la théorie à la pratique, une manif maintenant devant le Sénat, mardi. Oui, j'ai reçu la veille un mail mystérieux intitulé « Action secrète demain au Sénat ». 349 sénateurs, 343 salauds, point d'interrogation je précise. On l'aura compris, l'idée c'est d'interpeller sans détour les élus sur la nécessité de pénaliser les clients de prostitution. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde. C'est tout petit pour une manifestation, là. Vous êtes combien ? C'est pas une manifestation, c'est un visuel qu'on a voulu faire pour rendre hommage à 8 personnes prostituées tuées et 100% des assassins étaient des clients. Donc voilà, c'était pour vraiment interpeller les sénateurs sur la réalité du système prostitueur. On s'attaque aux personnes prostituées alors que ce sont des victimes d'un système d'exploitation, exploitation de la précarité, exploitation des violences sexuelles, etc. Ce sont elles qui sont poursuivies depuis 1939. Aujourd'hui, on demande que la charge pénale soit renversée, qu'on s'attaque aux clients de la prostitution. On doit interdire d'imposer un acte sexuel par l'argent. Il y a la police qui arrive. En fait, vous comptez faire quoi maintenant ?
Nous, on va continuer notre travail d'interpellation des sénateurs. On voit que même dans les pays réglementaristes comme l'Allemagne, ils sont en train de revoir leur système parce qu'ils ont vu que dans le système de consommation capitaliste aujourd'hui, les maisons closes ne sont pas du tout des endroits où on protège les personnes prostituées et que donc une vraie politique progressiste, c'est une politique qui dit en France, on n'achète pas les femmes. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, dont une relation sexuelle. Là, on peut lire sur l'une des pancartes, la prostitution n'est pas un choix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame ? La prostitution n'est jamais un choix. C'est les conséquences d'une vie, c'est les conséquences des dégâts occasionnés pendant toute son enfance, son adolescence. Mais ce n'est jamais un choix. Mon père m'a kidnappée, j'ai été abusée par un de mes oncles. Je suis passée en tournante, il y a eu des facteurs déclenchants. Donc j'ai été, dès le début, considérée comme étant une putain. Moi, je n'avais pas besoin de Mac, j'étais mon propre Mac. J'étais capable de me vendre toute seule et j'étais capable de m'infliger toutes ces souffrances. Et pour trouver une porte de sortie, il faut déjà réussir à mettre un pas en dehors. Et comme on ne met rarement le pied dehors, on ne peut pas s'en sortir. Moi, ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir, c'est que j'ai osé en parler. Et je me suis permise de penser que la honte, c'était pas à moi de la porter. Et on entendra, Rémi Douat, les arguments des adversaires de la pénalisation des clients dans la suite de votre reportage, et un client également. Et un client, nous en avons un au standard de France Inter. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alex, nous vous écoutons. Moi, je souhaite intervenir dans ce genre de débat pour dire que ce qu'on met en avant pour parler des prostituées qui souffrent, etc., c'est toujours le même son de cloche, qu'il y a des réseaux, qu'il y a des mafieux, etc. Mais ça concerne la police, ça concerne n'importe quel type d'exploitation. Moi, les gens que je rencontre, les femmes que je rencontre, les jeunes femmes que je rencontre sont des femmes qui sont totalement libres. Il y en a qui ont des métiers, il y en a qui sont étudiantes. Ce ne sont pas des gens exploités. Je ne supporterai pas de sortir dans une relation quelconque avec une personne exploitée. Il faut que les politiques arrêtent de vouloir penser à notre place. En 2015, avec les réseaux sociaux, il y a plus de maisons closes, il y a encore des gens qui exploitent sur les boulevards extérieurs. Ça, oui, je suis, là si on parle de Paris, je suis effectivement pour qu'il y ait une police qui défende ces personnes-là. Mais les personnes qui sont autonomes et qui s'adressent à des gens tout à fait libres, on est tous libres et égaux en droit, et s'il y a des jeunes femmes qui ont envie, plutôt que d'aller travailler à l'usine, plutôt que d'aller être caissière, ou plutôt d'avoir un patron à la noix, ou quelqu'un un petit chef haillon qui lui braille dessus, elles ont décidé du jour au lendemain de faire une activité bien faite et honnêtement, parce que des fois c'est pas forcément fait honnêtement, mais alors de quel droit les politiques restent innocents, excusez-moi de ça, mais dans le clip, moi je m'occupe pas de ce qui se passe sous les vêtements de madame comment s'appelle on va s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même le droit à l'intimité et qu'on arrête de penser à notre place. Merci Alex pour ce témoignage. Invité dans le studio d'Un jour en France pour dialoguer avec vous et pour débattre, Morgane Merteuil. Bonjour madame. Bonjour. Porte-parole du STRAS, syndicat du travail sexuel. Et Patrick Jean, bonjour monsieur. Bonjour. Porte-parole du collectif Zéro Macho, des hommes contre la prostitution. Morgane Merteuil, vous dites pénaliser de clients, c'est mettre en danger la prostituée au fond. Bah oui. Pourquoi ? Par un phénomène très simple, c'est que toute cette idée de pénaliser les clients, c'est dit officiellement, c'est l'idée de tarir la demande. Oui. S'il n'y aura plus de clients, il n'y a plus de putes. Non, s'il n'y a plus de clients, les putes n'ont plus d'argent, c'est tout ce qui se passe. Quand les putes n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prennent plus de risques. Elles vont avec des gars avec qui elles ne seraient pas allées avant, elles vont accepter des choses qu'elles n'auraient pas acceptées avant, elles vont avoir du mal à payer leur loyer, elles vont se retrouver dans des situations de galère pas possible. Aujourd'hui, cette loi, elle propose quoi ? Elle propose un budget de 20 millions, ce qu'on entend de temps en temps, sur le chiffre de 20 millions, sur une estimation de 20 000 putes en France. Ça fait quoi ? Ça fait 1 000 euros par pute et par an. Avec 1 000 euros, et 1 000 euros, ce ne sera pas pour la travailleuse du sexe. Les 1 000 euros, ce sera pour les assistantes sociales chargées de la sauver parce qu'elle souffre. Donc à un moment, juste de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle vraiment d'agir sur les conséquences de la prostitution ? Et dans ce cas-là, on met un peu de fric quand même. Ou alors on est dans ces discours, on l'a entendu tout à l'heure avec Madame Dozel du mouvement d'Uni, 80% sont nigérianes. Bon alors c'est complètement faux. Ouais, alors sur les chiffres on mettra personne d'accord parce que les chiffres. Oui, je vais vous laisser finir. Juste
Vous dire que sur les chiffres, on mettra personne d'accord oui, parce qu'il n'y a pas 80% nigériennes à Paris, et quand bien même... C'est les chiffres, en l'occurrence, de l'Office de répression de la traite des êtres humains. Ce qu'on a entendu après, c'était quoi? C'était les autres, c'est les Balkans très 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 violents. Est-ce qu'on voit pas, là, il n'y a personne que ça choque, cette instrumentalisation totale de la question de la prostitution dans des discours super racistes, en fait? Et ce que vous dites, au fond, c'est que ça va marginaliser les prostituées plus que les aider. Bien évidemment, à un moment, faut quand même pas connaître grand-chose des réalités de terrain de la prostitution pour penser qu'envoyer plus de répression sur les lieux de travail sexuel, ça va se faire dans l'avantage des personnes concernées. Patrick Jean, en quoi c'est une avancée de pénaliser le client ? C'est une avancée parce que quand on a créé Zéro Macho, on est parti d'un constat implacable. C'est qu'il n'y a pas de réseau mafieux, il n'y a pas de réseau de traite des êtres humains, il n'y a pas de réseaux internationaux de proxénètes qui brutalisent des femmes et souvent des gamines, s'il n'y a pas l'argent des hommes clients qui vont à la prostitution et qui en sont complices. Sans cet argent, il n'y a pas de prostitution. Donc le meilleur moyen de lutter contre cette brutalité qu'on reconnaît quand même toutes et tous, c'est de demander aux hommes de ne pas y aller. Alors les hommes de Zéro Macho, nous disons, nous on refuse d'y aller pour des raisons politiques. On demande aux autres hommes de ne pas y aller pour ces raisons-là. Mais on demande d'autres choses aussi. On demande des mesures sociales pour aider les femmes qui veulent sortir du trottoir à s'en sortir. On demande une éducation égalitaire à la sexualité égalitaire pour les adolescents qui aujourd'hui sont englués dans tous les stéréotypes de la pornographie dont la prostitution évidemment est une conséquence. Et puis évidemment cette loi, puisque c'est le sujet de votre émission, oui, on demande une loi avec 2 mesures phares. La première, c'est de ne plus considérer les personnes prostituées comme délinquantes. Apparemment, il y a un consensus, ça a été voté au Sénat. Et puis, nous demandons une loi, alors contrairement à ce qu'on fait d'habitude, parce que vous remarquerez que généralement, on demande des lois pour les autres, nous, on demande une loi pour nous-mêmes. C'est-à-dire, si, malgré ce que je viens de dire, nous-mêmes les hommes, il y en a qui veulent y aller et être complices de cela, eh bien que la loi leur dise non, ce n'est plus possible. Il y a une norme sociale, il y a toutes sortes de normes sociales qui touchent à la sexualité. On pourrait en reparler. Par exemple, depuis 1990, on ne peut plus violer sa femme en France. Ça touche à l'intimité, c'est une norme sociale. La société dit à partir de maintenant, ce n'est plus possible. Eh bien, pour la prostitution, c'est la même chose. Alors, restons sur la pénalisation du client. Quand on parle de pénalisation, en l'occurrence, le client risquerait une contravention de 5e classe, 1 500 € maximum. Vous pensez que ça peut réellement dissuader des clients? Alors oui, parce que différentes études montrent que ce que craignent les clients, ce n'est pas l'amende, qui est très symbolique, parce que souvent, ça c'est le maximum 1500, mais ce sera souvent beaucoup moins que ça, et ce sera sans doute peu appliqué. Ce que craignent les clients, c'est que ça se sache, que leurs femmes le sachent, parce que la moitié d'entre eux ont une compagne, souvent des maîtresses, une vie sexuelle en dehors de la prostitution. Ils ont peur que leurs femmes le sachent, que leurs clients le sachent. Donc il y a un réel effet dissuasif. Parce qu'ils ont honte. Les études montrent aussi que les hommes qui sortent de la prostitution, après un rapport acheté, ils ont honte, ils le disent aux enquêteurs, aux sociologues qui travaillent sur ces questions. Donc c'est ça la force évidemment de cette loi, et c'est l'aspect normatif de la loi. C'est de dire, moi j'ai 2 petits garçons par exemple, j'ai envie de les éduquer en leur disant, tu peux faire tout ce que tu veux sexuellement avec un homme, une femme, 2 hommes, 3, peu importe, mais tu ne payes pas et tu ne forces pas. Morgane Merteuil, est-ce que dans cette histoire, le politique fait de la morale là où il n'a pas à faire de morale? Dans cette histoire, moi, ce que je remarque, c'est que tout à l'heure, vous avez donné la parole à un client, là, vous donnez la parole à un pas client. Alors, dans le générique qu'on a donné la parole aux travailleuses du sexe, et on les entendra à nouveau dans 2 minutes, et vous êtes ici en plateau pour cela. Est-ce que le politique fait de la morale là où il n'a pas à en faire? Je sais pas ce que c'est la morale. Franchement, à chaque fois on me sort ça, moi je sais pas ce que c'est la morale. Ça veut dire quoi? Dire que les choses sont bien ou mal, moi c'est... je sais pas, je réfléchis pas en ces termes. En fait, moi, je parle en termes de conséquences sociales, de conséquences économiques sur les travailleuses du sexe, de la répression, des travailleuses du sexe qui sont expulsées tous les jours, qui sont arrêtées tous les jours à cause des politiques répressives sur le travail du sexe. Et vous venez me parler de morale. Moi, c'est pas le sujet. Sur la question du choix, quand on entend cette ancienne prostituée dire ça n'est jamais un choix, c'est toujours la conséquence de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, dans l'adolescence. Ça n'est jamais un choix libre. Qu'est-ce que vous répondez? En fait, moi, c'est l'approche pathologique qui me pose un petit peu de problème, parce que si on parle de la question du choix, quand on parle du travail, je pense pas que ce soit une question qui se pose. Enfin, c'est une question qui peut se poser politiquement. Maintenant, sur ce travail-là, cette question-là ne se pose pas, selon vous? Non, je dis que c'est une question qui peut se poser politiquement, mais peut-être dans un autre registre que le registre pathologique sur lequel on le pose aujourd'hui, où tout ce que ça revient à dire, c'est que les travailleuses du sexe ne savent pas ce qu'elles font. En fait, quand on dit qu'elles n'ont pas choisi alors qu'elles disent avoir choisi ou pas, ça veut dire elles ont été victimes de violences et à partir de là, elles savent plus ce qu'elles font. Il faut que la loi leur explique qu'elles se font souffrir, on les prend pour des etc. idiotes. Maintenant, poser la question du choix dans le cadre d'une société dominée par de nombreux rapports de domination et notamment de domination économique, là, oui, parler de que faire pour que les femmes aient plus d'opportunités, qu'elles aient plus de choix économiques, la poser dans ces termes-là, d'accord. Mais maintenant, le débat
pathologisant, je le refuse tout à fait. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un point d'accord entre vous, mais sur le fait que tout ça s'inscrit dans des rapports dominants-dominés, c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez vous plaider pour l'abolition de la prostitution. Mais absolument. D'ailleurs, notre association s'appelle Zéro Macho, des hommes contre la prostitution et pour l'égalité, parce que tout ça s'inscrit évidemment dans un système de société d'oppression des femmes par les hommes, et je peux en parler à l'aise. Avec vous, nous sommes des hommes, oui, nous avons des privilèges dans cette société en tant qu'hommes, nous avons des avantages, et donc la prostitution est un avantage et un privilège, y compris pour les hommes qui n'y vont pas. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est-à-dire que le fait de vivre dans une société où on a dans l'idée que des femmes, ça peut s'acheter, ça peut se louer, ça nous donne, nous, le privilège d'être, en gros, les patrons dans la société, d'être ceux qui sont dans le groupe social qui est en capacité d'acheter le corps de l'autre groupe social. Aujourd'hui, je pense que notre société est mûre pour évoluer et pour aller vers quelque chose de plus juste entre les femmes et les hommes. Et quand on vous dit qu'il n'y a pas une, mais des prostitutions, oui, des femmes violentées, oui, des femmes victimes de réseaux, mais d'autres qui choisissent parfaitement, librement d'exercer ce métier. Mais on peut choisir parfaitement et être victime de violence dans le cadre de l'exercice de son travail. Par ailleurs. Il faut arrêter de faire d'un côté seulement celles qui souffrent et de l'autre côté celles qui sont heureuses. Aujourd'hui, à cause des lois répressives, toutes les travailleuses du sexe, qu'elles soient déjà à la base dans une situation où elles ont un meilleur rapport de force ou pas, on est toutes susceptibles d'être victimes des mêmes violences. Alors évidemment, avec en plus des violences policières, notamment pour les femmes étrangères. Mais il faut arrêter là ces schémas binaires qui ne représentent pas du tout la réalité. Et l'idée qu'il y a des prostitutions, mais pas une prostitution globale, Patrick Jean? Non, il y a une prostitution. La prostitution, c'est l'achat d'un acte sexuel, c'est très simple. Alors après, si on veut regarder dans le détail, il faut sortir de la vision glamour qu'on a dans certains films sur la prostitution. Je pense qu'il y a un chiffre sur lequel on sera d'accord, c'est que grosso modo en France, il y a près de 80% des personnes prostituées qui sont issues de migration. Mais il ne faut pas se mentir, les migrants qui viennent de pays très pauvres qui arrivent en France, elles n'ont pas l'ambition de se dire « Ah, je vais aller à Paris, ça va être super, je vais me prostituer ». Non, elles ont soit des passeurs qui les forcent à se prostituer, soit des passeurs vis-à-vis de qui elles ont une dette, et on sait très bien que ces types-là, quand ils demandent le remboursement de la dette, c'est pas avec des s'il vous plaît et des merci. Et puis il y a des femmes qui sont dans une misère telle qu'elles n'ont pas la liberté de choisir, elles sont résignées à se prostituer, elles sont parfois avec des enfants, avec des bébés qu'elles doivent nourrir, elles sont sur le trottoir et elles sont résignées à se prostituer. Moi, je ne me résigne pas à vivre dans une société où il y a des femmes qui sont obligées de louer leur vagin, leur sexe ou leur bouche pour pouvoir manger. Et ces femmes-là, pénaliser le client, ça va les aider ou pas? Alors ça va les aider à condition qu'il y ait à côté de ça les mesures que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures sociales. Il faut les aider. Il y a besoin d'hébergement, de logement, de formation, d'emploi, de soutien psychologique. Il faut aider ces personnes-là. Il ne faut pas les laisser tomber, évidemment, parce qu'effectivement, tout ça, ça fait un tout. Et j'en parlais aussi, la prévention, c'est-à-dire aller vers les adolescents et leur dire sortez, il ne faut pas croire ce qu'on vous dit dans la pornographie. La sexualité, c'est pas ça. Ça peut être aussi beaucoup plus respectueux pour les femmes, mais même pour les hommes. On va en parler des autres mesures après la deuxième partie du reportage de Rémi Douat, que nous retrouvons tout de suite. Rémi, là nous sommes toujours devant le Sénat, mais changement de décor. Oui, c'était mercredi dernier. Cette fois, les personnes prostituées présentes, hommes et femmes, je le précise, et qui, plus exactement, se revendiquent travailleurs du sexe. On l'a entendu avec Morgane Merteuil. Il y a là notamment le STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe, et l'association Le Bus des femmes. Et pour eux, vendre son corps n'est pas plus une aliénation que de travailler à l'usine ou dans un bureau. Et pénaliser les clients met en danger les prostituées. Un slogan pour résumer le propos. Pute assassinée, client pénalisé, pute assassinée. King size classique. En coton bio. Avec ou sans gel. On plaisante. Je peux vous couper dans votre conversation sur les culottes. Vous vous appelez comment? C'est Ornella. Et vous, où est-ce que vous travaillez, madame? Je travaille dans la rue Saint-Denis et je défends les travailleuses indépendantes de la rue Saint-Denis. Quelle est la situation aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là devant le Sénat? La situation elle est catastrophique dans le sens où il y a beaucoup trop de réseaux qui nous portent préjudice, qui touchent trafic d'êtres humains, tout ça c'est à enrayer, plutôt que de s'attaquer à nos clients. Donc j'aime mon métier, j'aime mes clients à ma manière, mais je les aime et j'apprécie ce métier et je serais triste que si le gouvernement mettent dans la loi la pénalisation des clients, s'ils le mettent en pratique, je serais très triste pour les clients. Dans l'ensemble, ils sont charmants et on les adore. Pourquoi ils ont besoin de vous, les clients? Principalement pour alléger du stress qu'ils ont en eux, parce qu'ils sont seuls ou pour leur bien-être. C'est pour l'affection, pour l'écoute. Vous voyez, il y a plein de choses. Et vous, là-dedans, vous y trouvez votre compte? Oui, beaucoup. Et c'est intéressant et
Et c'est très sympa. Je ne suis pas une victime, personnellement, je ne suis pas une victime. C'est un choix de vie réel que j'ai choisi depuis un certain nombre d'années et je suis fière de le faire et je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait. Les hommes ont besoin de nous comme nous, on a besoin des hommes. Les clients ont besoin de nous comme nous, on a besoin des clients. Je ne me vois pas faire un autre métier que ça. Je ne me vois pas faire femme de ménage ou arrêter ce métier. Je ne vois pas du tout. J'y arriverai pas. C'est ma vie. Vous êtes heureuse ? Je suis heureuse. Je veux même vous confier que je préfère mes clients à mes amants. Voilà. Mais toutes ces femmes qui sont dans les filières, elles n'ont pas choisi de faire ce métier, non ? Non, ben justement, c'est là où je dis au gouvernement... démanteler les réseaux parce qu'il y a une marchandisation du corps féminin. Là, je suis contre. Nous, on n'a pas de proxénète, la différence. Nous, on paye ce qu'on a à payer au niveau déclaration de chiffre d'affaires à l'État et on en est contente de payer puisque comme ça, on contribue à mettre notre argent dans la caisse de l'État. Et Rémi Douat, parole aussi dans ce reportage à ceux qui sont au cœur des débats, eux aussi, les clients, un client en tout cas. Oui, ce client c'est Mathieu, il est informaticien et il m'a raconté pourquoi pendant 20 ans il n'a pas pu s'empêcher de fréquenter régulièrement des prostituées. Et vous avez visité l'exposition Splendeur et misère de la prostitution au musée d'Orsay à Paris avec lui. Donc là on regarde un tableau de Félicien Rops. On voit des marins, il y en a un qui danse avec une fille qui a le dos nu. Il y a une fille au sein nu qui lève une bouteille, donc elle appelle des gens pour boire. J'ai toujours été fasciné aussi par ce qu'on appelle les bordels orientaux. C'est ce qui m'a fasciné depuis toujours tout petit, quoi, sur la prostitution. Donc, je me souviens d'une bande dessinée que j'avais sur Toulouse-Lautrec, justement. Voilà, qui va de bordel en bordel, qui dessine, qui paye avec ses dessins, qui a des problèmes avec sa famille parce qu'il est le vilain petit canard. Voilà, je savais qu'un jour j'essayerais. Et j'ai essayé. C'est toujours la préparation mentale du fantasme qui est intéressante. J'ai jamais été satisfait de la concrétisation de ça, jamais. Et comme en plus, ça correspond pas avec la personne que je pensais être, avec mes opinions morales, sociales. Donc c'est en complètement désaccord avec tout un discours que j'ai sur qui je suis. Je pense qu'il y a une forme d'addiction, comme les gens qui passent leur temps à jouer ou à boire ou à se droguer, ou être en dehors de la réalité, d'être dans un monde qui serait entièrement dédié à soi. C'est totalement égoïste. Et maintenant c'est quelque chose qui est dans le passé, qui est terminé. Pourquoi c'est dans le passé ? Aujourd'hui, je vis avec une personne prostituée. Ouais. Au même moment, on s'est regardé en tant que personne. Et au même moment, on se demandait ce qu'on faisait ici. Connaissant maintenant ce monde et cette vie de par quelqu'un qui peut m'en décrire précisément la nature, je ne peux pas encore me faire croire que je l'ignore et ça serait pas... c'est pas possible. Voilà. Eh ben, on aurait bien aimé entendre la réaction de Morgane Merteuil à ce témoignage de cliente prostituée, mais Morgane Merteuil est partie. Elle a quitté le débat au beau milieu. Ça fait partie des inconvénients du direct et des vicissitudes du direct. Dommage parce que ce qu'elle disait était intéressant. Patrick Jean, vous êtes toujours avec nous, collectif Zéro Macho. Je voulais vous soumettre un mail de Benoît. Monsieur Zéro Macho qui s'exprime dans votre émission oublie totalement un facteur important. Dans la plupart des cas, c'est la femme qui décide de sa sexualité. C'est elle qui décide au final s'il y aura un rapport sexuel ou pas. C'est elle qui s'offre ou se refuse dans n'importe quelle relation respectueuse et consentie. Je ne comprends pas ce qu'il nous dit. Alors, il nous parle de prostitution ou bien en dehors de la prostitution ? Il vous dit que c'est la femme qui décide de sa sexualité.
Alors ça, c'est une vieille lanterne, c'est une vieille expression, l'homme propose, la femme dispose, mais ça n'a aucun sens, c'est ridicule, c'est tellement loin de la réalité. Dans la prostitution, on vous parle de situations de femmes à Paris, par exemple, dans des caves, sur des matelas qui ont 50 clients par jour. Je ne pense pas que ces femmes-là sont libres de décider, de prendre plaisir à avoir 50 types qui leur passent dessus. On parle à Belleville, à Paris, de fellation à 5 €. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui soient venues du bout de la Chine pour, par plaisir, faire des fellations à 5 €. C'est une misère, c'est une brutalité, c'est une violence inouïe. Le témoignage, j'ai écouté le témoignage de beaucoup de femmes qui sortaient, qui étaient au moment où elles sortaient de la prostitution ou bien qui en étaient sorties. C'est intenable, c'est insoutenable. C'est d'une brutalité inouïe parce que la plupart d'entre elles ont commencé très jeunes, gamines. Elles sont parfois détruites. Rosen, qu'on a entendu tout à l'heure, Rosen Ischer, qui a marché à travers toute la France pour dire on veut l'abolition. Elle défendait la prostitution. Elle était opposée à la pénalisation du client tant qu'elle était dans la prostitution. Une fois qu'elle en est sortie, qu'elle a fait un travail, qu'elle se reconstruit, c'est une femme d'un courage inouï. Eh bien aujourd'hui, elle dit bien sûr qu'il faut pénaliser les clients, bien sûr que c'est d'une brutalité et que bien sûr qu'en aucun cas, je n'ai librement choisi pour un bienfait pour moi-même, pour ma personne, pour ma psyché d'être là. Ce n'est qu'une brutalité qui est incomparable avec n'importe quel métier à l'usine, même ceux qui sont terribles et mal payés. Au téléphone d'un jour en France, Claire Sercombe, la porte-parole d'Oser le féminisme. Bonjour madame. Bonjour. Alors d'abord, cette proposition de loi dont la pénalisation du client est une disposition, le Sénat l'a rejetée, mais vous êtes confiante, l'Assemblée nationale finira par l'adopter ? Les institutions de la Ve République sont telles que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc on est confiante. L'enjeu, c'est que ça passe avant mai 2017 et qu'on ne perde pas encore plus de temps pour aboutir sur un projet de loi qui vraiment protège et aide les personnes prostituées. Alors justement, autre disposition contenue dans ce texte, on laisse miroiter, parce qu'il n'y a pas d'automaticité, on laisse miroiter aux prostituées étrangères un titre de séjour provisoire si elles acceptent de sortir de la prostitution. Est-ce que là on est dans une bonne mesure, une mesure trop timide, pas assez nette ? Ce qu'on sait, c'est que environ 90%, donc là ce sont des statistiques de la CIMAD, qui est quand même très spécialisée dans ce domaine des personnes réfugiées. 90% des personnes prostituées en France sont réfugiées, exilées, ont quitté leur pays pour des raisons diverses et variées. On en est témoin en ce moment. On sait par exemple que dans la jungle de Calais, vous avez des femmes qui sont réduites à la prostitution pour subvenir à leurs besoins, ou qui sont aussi happées par des réseaux puisqu'elles sont dans une extrême vulnérabilité et que c'est vraiment de la chair fraîche pour les mafieux en tout genre. Et est-ce que laisser miroiter un titre de séjour provisoire les aide réellement ou est-ce qu'on est dans une mesure peut-être trop timide ? Ce qu'il faut, c'est que l'attribution d'un titre de séjour ne soit pas conditionnée à, comme c'est souvent le cas, la dénonciation des réseaux proxénètes, ou alors qu'il y ait vraiment une protection efficace qui soit attribuée à ces femmes, puisque quand vous dénoncez quelqu'un qui évolue dans ce genre de milieu, vous vous exposez à un grand danger de mort. Il faut aussi qu'il y ait des vraies mesures d'accompagnement. Ça a été dit là plus tôt dans l'émission. Il ne faut pas être seulement dans l'aspect répression. Il faut aussi être dans un vrai accompagnement. Les femmes qui se sont prostituées, qui plus est étrangères, qui d'abord ont fui leur pays dans des conditions épouvantables, elles viennent en France et elles sont réduites à l'état de prostitution, il ne faut pas leur dire tu auras un titre de séjour si. Ou alors il faut aussi les accompagner et ça passe par des moyens tels que le logement, l'accompagnement psychologique, le retour vers l'emploi. Donc attribuer un titre de séjour, c'est très bien, mais il faudrait le faire pour la seule reconnaissance de leur statut aussi de victime, victime des exactions qu'elles ont fuies dans leur pays et victime aussi de la prostitution en France, et pas conditionner ça à une dénonciation ou à une quelconque dite bonne conduite ou autre. Merci pour ce témoignage, Claire Sercombe. Merci d'être intervenue. Patrick Jean, quel est le premier pas pour en sortir de la prostitution ? Alors là, je suis totalement illégitime pour en parler, je n'en sais rien. Il faudrait vraiment poser la question à quelqu'un qui a vécu cette expérience, qui vous en parlerait, à mon avis, très bien. Eh ben, vous me tendez la perche, on va le faire tout de suite. Nous avons Véronique au standard. Bonjour Véronique. Bonjour. Quel est le premier pas pour sortir de la prostitution, puisque vous êtes une ancienne prostituée ? C'est un électrochoc, ce sont des déclics. C'est à plusieurs reprises, c'est tellement violent. Ce sont des coups de couteau qu'on se met chaque jour, c'est de l'autodestruction. Et moi, je vais vous le dire, grâce à mes 2 enfants qui étaient petits à l'époque, voilà, je ne voulais plus, pour moi, subir et après leur dire que moi, j'étais prostituée. Et, voilà. Et dès lors, quelle démarche ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors qu'est-ce qu'on fait? Le premier truc que j'ai eu le déclic, j'ai appelé le mouvement du nid à Tours. Oui, qu'on a entendu dans le reportage. Je leur ai dit, j'arrête, mais vous m'accompagnez, vous m'aidez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un long chemin de reconstruction. Ouais. Ce sont des heures et des heures et des heures, peut-être d'engueulade, mais en tout cas, une vraie reconstruction. Alors, vous êtes hostile à la pénalisation du client, mais à la différence de Morgane Merteuil qu'on entendait tout à l'heure, vous souhaitez carrément l'abolition de la prostitution. Je trouve ça un peu contradictoire, expliquez-moi. C'est moi comme une autre. Il faut être rigoureux. Il faut avoir de discipline. Vous savez, quand on était prostitué, vous savez comment c'était violent. C'est d'une violence terrible. Eh ben, peut-être que si on met l'abolition, ça sera peut-être violent une bonne fois pour toutes, mais ça sera stop. On ne cautionnera plus sur nos trottoirs en France. C'est terminé, on n'en veut plus de prostitution. Et alors pourquoi ce non de votre part à la pénalisation du client? Parce qu'on tourne autour un jour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu? Éloignez-vous un tout petit peu du téléphone, on vous entend pas bien. Éloignez-vous. Oui. On tourne autour du pot. Oui. C'est-à-dire qu'il faut au bout d'un moment une loi. Stop. Vous savez, l'interdiction de tabac dans les lieux publics, il n'y a plus personne qui fume dans les lieux publics. Et bien là, c'est pareil. Plus personne sur nos trottoirs en France. Plus personne. Après, ces hommes et ces femmes font ce qu'ils veulent chez eux, ça ne nous regarde pas. Ils restent libres. Mais maintenant, sur nos lieux publics, on n'en veut pas. Ce ne sont pas des employés municipaux dans les villes. Merci Véronique d'être intervenue. La liaison n'est pas très bonne, donc j'interromps cette conversation. Patrick Jean, je voulais quand même vous soumettre le rapport d'Amnesty International. La décision d'Amnesty International, c'était au mois d'août. Hostile à une criminalisation, globalement, de la prostitution, y compris des clients. La criminalisation du sexe entre adultes consentants peut entraîner une augmentation de la violation des droits des travailleurs du sexe. Alors, pour préciser, il y a quelques organisations qui ont des positions effectivement paradoxales. Amnesty International France est pour l'abolition et pour la pénalisation du client. Même chose au planning familial. Le planning familial France est contre la pénalisation, mais il y a beaucoup d'endroits à Paris, par exemple, le planning est pour la pénalisation. Donc ça se discute. J'ai moi-même participé à une discussion publique avec l'auteur de ce texte d'Amnesty International. C'est absolument incompréhensible. Je pense qu'Amnesty Londres a été noyauté par des gens qui défendent l'industrie du sexe. Il faut savoir que c'est une industrie qui brasse des milliards chaque année. En Allemagne, par exemple, vous avez des sociétés cotées en bourse et que ces gens-là, évidemment, ils font un lobbying et un lobbying extrêmement riche et forcené pour défendre leur business, il ne faut pas se mentir. Rémi Douat, petite remarque, réponse de Patrick Jean et on s'arrêtera là. Oui, vous aviez tout à l'heure évoqué la nécessité de pédagogie, notamment vis-à-vis des enfants. Vous êtes passé très vite là-dessus. Je voudrais savoir s'il y a des choses qui se font pour justement essayer d'enseigner que la pédagogie, que la sexualité masculine n'est pas plus impérieuse que la sexualité féminine. Non, 3 fois rien. Il y a des militants évidemment qui travaillent sur le terrain, qui vont dans les collèges et les lycées, mais très 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 peu. On a vraiment besoin de ça aujourd'hui parce qu'on est face à une vague de la pornographie qui arrive avec des stéréotypes d'une brutalité inouïe, surtout vis-à-vis des femmes, mais pas que, vis-à-vis des hommes aussi. Et je pense qu'on a besoin d'une éducation à l'égalité aux garçons et aux filles dès l'école maternelle. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé avec les ABCD de l'égalité. Oui. On a vu qu'il y avait une frange de la population française qui malheureusement militait bruyamment contre ça, et même parfois violemment. Je le regrette parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça. À l'école encore, aujourd'hui, c'est bourré de stéréotypes, y compris à l'école publique en France. Dès la maternelle, c'est bourré de stéréotypes. Et tout ça est lié. Et évidemment, la question de la sexualité au collège, il faudrait faire un vrai travail là-dessus. Pour l'instant, il ne se fait pas et on le regrette. Mais ça viendra, j'en suis certain. Merci d'être venu dans le studio de France Inter ce matin, Patrick Jean. Il est 10h45.